Pays basque, espagnol et français sous le coup des extraditions décidées par le gouvernement français. Le Conseil d'État devrait se prononcer mercredi. Modification de certains tarifs médicaux pour ralentir des dépenses de santé parfois superflues. C'est le projet qu'exposera demain à la Sécurité sociale le ministre, Madame Georgina Dufoy. Diplomatie de la main tendue devant l'Assemblée générale des Nations unies. Le président Reagan propose à Moscou des rencontres ministérielles régulières pour aplanir leurs différends. Et en plus, il chante. Carl Lewis, quadruple champion olympique, se lance maintenant dans la chanson. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour la première fois dans l'histoire récente des relations franco-espagnoles, le gouvernement français mettant un terme à leur rencontre à la tradition de l'asile politique, le gouvernement français a donc décidé hier d'extrader 3 Basques espagnols, membres présumés de l'ETA militaire et soupçonnés de crimes de sang. Les 4 autres militants basques expulsés sont maintenant au Togo. L'extradition des 3 Basques ne sera effective qu'une fois connue la décision du Conseil d'État qui a été saisie aujourd'hui par leurs avocats et qui devrait se prononcer mercredi prochain sur la légalité des 3 décrets d'extradition. Dès hier soir, l'annonce de la décision française provoquait de part et d'autre des Pyrénées manifestations et incidents, tandis que Madrid applaudit une décision qualifiée d'historique et qui consacre la démocratie espagnole. Le climat en Pays basque espagnol est lourd de menaces et de violences. Sur place, notre envoyé spécial Hervé Bozine. Des slogans anti-González et anti-Mitterrand, un trottoir que l'on casse pour improviser des projectiles, des cocktails Molotov qui fusent d'un peu partout, des autobus incendiés en plein centre de la ville. C'était la nuit dernière, dans les rues de Saint-Sébastien, juste après la publication de la décision française. Mais bientôt, les brusques charges des véhicules de la police ont mis fin à ce début de guérilla urbaine. Pendant toute la durée de l'échauffourée, la population est restée là, pour bien marquer son soutien aux manifestants. À Renteria ou à Bilbao, où les heurts ont parfois été très violents, c'est la garde civile qui est intervenue. La nuit dernière, l'agitation était donc générale au Pays basque espagnol. Aujourd'hui, le calme est revenu. Dans la rue, les autobus ont été retirés, mais la plupart de ces gens savent que cette nuit, comme hier, les heurts peuvent recommencer. Bien sûr, rien n'est annoncé à l'avance, ni même prévu, et pourtant, tout semble prévisible. Autant dire qu'ici, l'état de tension est grand. C'est que les Basques espagnols ont été surpris par la décision du gouvernement français, une surprise qui se reflète dans la presse locale. Le journal Eguin, par exemple, titre « Incroyable, Paris concède 3 extraditions et déporte 4 Basques sur le continent africain ». Quant à DIA, il déclare que le gouvernement français vient de rompre avec sa tradition historique du droit d'asile. Demain, le gouvernement basque doit donner son avis sur le sort qui a été réservé aux 7 militants. Ainsi, cette stupéfaction, cette colère même que l'on rencontre ici, tranche nettement avec l'état d'esprit que l'on affiche à Madrid, où l'on se déclare satisfait par la décision du gouvernement français. Les quelques 3000 Français qui vivent en Pays basque espagnol craignent le pire, d'autant plus que le renforcement des mesures de protection policière de leurs intérêts, mesures annoncées hier soir, ne sont toujours pas visibles. En Pays basque français, après les incidents qui ont eu lieu hier soir à Saint-Jean-de-Luz et à Cibourg, 2 attentats qui n'ont fait que des dégâts matériels entretiennent la tension. Jean-Claude Darigo. Des slogans pro-séparatistes basques comme en Espagne de l'autre côté de la frontière, plusieurs phrases condamnant l'attitude du gouvernement français face aux extraditions. La manifestation qui se déroule en ce moment sous nos yeux à Bayonne réunit une centaine de manifestants contrôlés par des forces de police très importantes, plusieurs centaines de CRS. Jusqu'à maintenant, tout se passe dans le calme, mais la tension qui est latente dans la partie française du Pays basque encourage les pouvoirs publics à la vigilance. Déjà dans la nuit de dimanche, un attentat avait sérieusement endommagé le nouveau bâtiment du Conseil régional de Midi-Pyrénées à Toulouse. L'explosion, qui serait due à une charge de 10 kg d'explosifs, n'a pas fait de victimes. Un homme à fort accent basque a déclaré au cours d'une très brève communication téléphonique que l'attentat était une réaction aux extraditions.
Quelques heures plus tard, à 350 km de Toulouse, plusieurs cocktails Molotov étaient lancés contre la façade de la sous-préfecture d'Oloron, à 90 km de Bayonne, en Pays basque français. Même procédure, un coup de téléphone anonyme, avec ces mots: nous ne tolérerons pas que le gouvernement socialiste s'attaque à nos camarades espagnols. Les cocktails Molotov, qui avaient atteint sans l'endommager un train près de Bidart, à quelques kilomètres au sud de Saint-Jean-de-Luz, paraissent provenir du ou des mêmes groupes terroristes. La situation s'avère d'autant plus délicate que le Pays basque français doit accueillir dans 3 semaines le président Mitterrand, qui se rendra à Bayonne et à Biarritz à l'occasion d'un voyage en Aquitaine. Sur le plan politique, le président de l'UDF, Jean Le Canuet, approuve la décision du gouvernement, tout comme le mouvement des radicaux de gauche, mais le Parti socialiste, lui, a du mal à assumer la mesure de l'extradition, selon l'expression même de son porte-parole, Jean-Pierre Destrade, qui est aussi député des Pyrénées-Atlantiques. Monsieur Destrade était tout à l'heure l'invité d'Antenne de Midi. L'extradition est une mesure difficile à assumer incontestablement pour les socialistes. Mais je dois dire aussi qu'avec le Premier ministre, les socialistes se doivent d'être conscients des réalités. Et l'Espagne démocratique est une de celles-là, ces réalités. Comme le sont les crimes de sang incontestables des personnes faisant l'objet des extraditions. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant, d'après vous? Qu'est-ce qui va se passer? Je pense aujourd'hui que l'opinion publique du Pays basque français approuve très majoritairement ces décisions, croyez-le, et qu'il n'y a finalement qu'une petite poignée d'inconscients, surtout de gens qui finalement n'ont pas de responsabilité ni de morale, qui vont essayer de rejeter cette faute sur le gouvernement français. La violence sur le territoire français, peut-être? J'espère que non. Le PSU, de son côté, réaffirme son opposition à l'extradition et plusieurs organisations d'extrême gauche appellent à une manifestation demain à Paris. Il faut changer les modalités de remboursement de certains actes médicaux. Tel est le sens des propositions que le ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Madame Georgina Dufoy, va soumettre demain à la Caisse nationale d'assurance maladie. Des propositions qui font suite à une large concertation avec les milieux médicaux et qui partent d'un constat. En 10 ans, le nombre de certains actes médicaux a augmenté 2 fois plus vite que celui des consultations, et ce sous l'effet des progrès techniques. Pour limiter le remboursement de ces examens, le ministre veut freiner la prescription de ces actes désignés par la lettre K en exigeant du praticien de les facturer moins cher à la sécurité sociale. Martine Alain-Regnault. De sources sûres mais non officielles, Madame Georgina Dufoy proposera demain à la sécurité sociale de réviser les barèmes de 82, sachant que certains actes médicaux ne sont plus prescrits comme à l'époque. En échographie, par exemple, en 4 ans, le nombre d'examens a décuplé et certaines femmes subissent 5, 10, voire 15 échographies pendant leur grossesse, dont on peut se demander si elles sont toutes nécessaires, voire sans danger. Georgina Dufoy propose d'harmoniser à K20 toutes les échographies de la grossesse, dont le barème variait de K15 rarement à K35 souvent. D'autre part, elle suggère que passé 2 échographies pour une même grossesse, il y ait une entente préalable entre la patiente, le médecin et les caisses avant de rembourser les suivantes. Pour ce qui concerne la surveillance de l'accouchement, le ministre de la Solidarité propose d'abaisser le remboursement du monitorage électronique, mais d'étendre cette technique systématiquement à toutes les naissances, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Autre secteur visé, l'électrocardiographie dont les actes se multiplient, eux aussi à grande allure. Georgina Dufoy propose dans ce cas une mesure originale, dissocier le prix de la consultation de celui de l'acte technique qui lui est associé, c'est-à-dire augmenter la consultation du spécialiste, augmenter un peu le prix de l'électrocardiographie légère, mais diminuer sensiblement celui de l'électro approfondi. D'autres mesures touchent encore les examens de l'appareil digestif et l'acupuncture. Au total, ces propositions qui ont subi des amendements par rapport au projet initial visent à juguler les dépenses excessives sans nuire à la qualité des soins. Elles ne retentissent pas du tout sur le remboursement aux patients, elles risquent en revanche de peser parfois lourdement sur le revenu de certains médecins.
Des propositions qui seront sans doute longuement débattues en coulisses des entretiens de Bichat qui se sont ouverts aujourd'hui à Paris et qui réunissent quelques 10 000 médecins. Au chapitre des conflits sociaux, la situation dans les chantiers navals s'enlise. La réunion entre le patronat de la métallurgie et les syndicats qui discutaient aujourd'hui des congés de reconversion, la réunion s'est soldée par un échec. Martine Gilson. 5 000 ouvriers concernés, 4 mois de discussion pour aboutir à un échec. Ce soir donc, tous les syndicats ont refusé les propositions du patronat des chantiers navals sur les congés de conversion de 2 ans. C'est parce que nous n'avons pas cette garantie, parce que nous n'avons pas la garantie d'une offre d'emploi au terme des congés de conversion que notre organisation syndicale n'oppose pas sa signature au texte qui nous est proposé. On arrive ici en fin de parcours avec une attitude de rejet de toutes les organisations syndicales. Ceci ne nous étonne pas. Malheureusement, ceci amène aussi à devoir reposer l'ensemble du dossier dans toutes ses composantes. Ce que veulent les syndicats, en fait, c'est bénéficier des mêmes avantages que les sidérurgistes. Ceux-ci, en effet, au terme de ces fameux congés de conversion, se verront proposer un emploi. Ils ne pourront être licenciés qu'après avoir refusé successivement 2 offres d'emploi. Pour les ouvriers des chantiers, le texte est beaucoup moins souple. Ils seront licenciés après ces congés, qu'on leur ait proposé un emploi ou pas. Le risque maintenant, après le refus des syndicats, c'est que les salariés des chantiers ne puissent plus du tout bénéficier de ces congés rémunérés à 70%. Bref, de devenir des chômeurs comme les autres. Le régime qui leur avait été proposé aux syndicats pour les salariés de ces chantiers était un régime très favorable par rapport au droit commun. Ils ont pris la responsabilité de le refuser. Reste maintenant à savoir si les réductions d'effectifs qui sont toute hypothèse nécessaire ne risquent pas de s'opérer à partir de droit commun qui, vous le savez, est beaucoup moins favorable. C'est-à-dire des licenciements, tout simplement. C'est une hypothèse qu'on doit sérieusement retenir. Les syndicats vont maintenant se retourner vers leur base, tout en demandant à l'État d'intervenir pour qu'on n'en reste pas là. Une demande qui risque d'être difficilement comprise en période de crise où certains peuvent peut-être considérer comme un privilège d'avoir un congé de conversion de 2 ans rémunéré. À l'usine Renault du Mans, le travail a repris ce matin. Les salariés ont voté la fin de la grève puisque la direction et les syndicats se sont finalement entendus. Mais la CGT ne désarme pas pour autant. Corinne Pertuis. À ce constat de fin de discussion, lève la main. Vote massif en faveur de la reprise du travail ce matin au Mans. CGT et CFDT constatent que leurs 3 revendications sont satisfaites. Les salariés pourront prendre leur 5e semaine autrement qu'entre Noël et Jour de l'An. Ils recevront une prime exceptionnelle de 300 francs et surtout, ils ont la garantie qu'il n'y aura pas d'autre suppression d'emplois que celle occasionnée par les pré-retraites. Les portes de l'usine s'ouvrent et la production du berceau moteur de la Super 5 reprend. Alors que les ouvriers du Mans crient victoire, à Douai, Cléon, Billancourt et Flins, la CGT tient des réunions. Au cours d'une conférence de presse, André Saint-Jean constate qu'il y a une crise morale à la régie Renault et qu'il est temps de développer les luttes. Nous voulons démontrer que ce n'est pas en faisant une politique de régression sociale, une politique d'austérité qu'on avance, bien au contraire. Car lorsqu'on parle dans ce pays de dizaines de milliers de licenciements, de baisse du pouvoir d'achat, de détérioration des conditions de travail, ça veut dire que ça ne va pas dans le bon sens. Et notre action à nous, c'est justement pour redresser les choses, répondre à l'aspiration des gens, à leurs besoins. Eh bien nous sommes décidés à mener l'action nécessaire pour y parvenir, car nous sommes convaincus, et tout le démontre, quand on répond aux problèmes sociaux des travailleurs, ça va toujours mieux au plan économique. C'est dit, la CGT sera dure. Elle veut assurément donner le ton de la rentrée sociale dans l'automobile, au moment même où l'on sait que 70 000 suppressions d'emplois sont envisagées dans les 2 grands groupes français à l'horizon 87.
Elle est très agréable à conduire. Tel est le commentaire recueilli par le président de la régie Renault, Bernard Arnault, qui avait confié le volant de sa dernière-née, la Super 5, au chef de l'État, qui est donc arrivé ce matin à l'Élysée, une fois n'est pas coutume, au volant d'une voiture bleu turquoise. La nouvelle R5 sera présentée au Salon de l'Auto. Elle doit rajeunir et relancer la série la plus performante de la régie. 2 Français sur 3, c'était le titre du dernier ouvrage de Valéry Giscard d'Estaing. 2 Auvergnats sur 3, c'est le score réussi par l'ancien chef de l'État dans la 2e circonscription du Puy-de-Dôme hier, qu'il a élu député avec plus de 63% des voix. Le nouveau député a reçu dès hier soir les félicitations publiques et chaleureuses du président du RPR, Jacques Chirac. Félicitations répétées aujourd'hui par Raymond Barre dans une lettre personnelle dont le contenu n'a pas été divulgué. En tout état de cause, le retour de Valéry Giscard d'Estaing à l'Assemblée nationale va compliquer la situation de l'opposition et surtout celle de l'UDF. Patricia Charnelet. À entendre les réactions des parlementaires UDF à la victoire de Valéry Giscard d'Estaing, on pourrait croire que l'arrivée de l'ancien président sur les bancs de l'Assemblée nationale ne posera aucun problème. Le président du groupe UDF, Jean-Claude Gaudin, lui a même proposé de s'asseoir à sa droite. La place la plus honorifique, dit-il. Pourtant, Jean-Claude Gaudin ne cache plus ses sympathies pour Raymond Barre. C'est une brillante élection, renchérit Pierre Méhaignerie, le président du CDS, un partisan déclaré de Raymond Barre. Et d'ajouter, il n'y aura pas un camp giscardien et un camp barriste à l'Assemblée, notre but est de renforcer l'union. Même écho chez André Rossineau, le président du Parti radical, autre barriste distingué. L'arrivée de Giscard, dit-il, est une bonne chose, elle éclaircit la situation. Que se passe-t-il donc au sein du groupe UDF? Les députés auraient-ils décidé de cacher leur sympathie? Pas du tout. Mais ils savent bien que leur unité est vitale. Ils constatent également que la rivalité Giscard-Barre réjouit la gauche et que l'approche des législatives leur interdit de continuer à clamer publiquement leur préférence. Reste que Valéry Giscard d'Estaing, s'il sera donc bien accueilli, est confronté à un sérieux problème. Sur les 64 députés membres du groupe UDF, 6 seulement se réclament ouvertement de lui. Les autres sont à grande majorité barristes, plus d'une quarantaine, ou encore hésitants. Aujourd'hui, l'entourage de l'ancien président juge cette situation peu dramatique et explique que le but de Giscard est d'intervenir sur les grands sujets de société. L'avenir dira si Valéry Giscard d'Estaing lui-même, avec la nouvelle légitimité que lui confère son élection, ignorera longtemps encore l'offensive de son collègue Raymond Barre. À l'étranger, c'est à la fois un vœu pieux et une proposition concrète que le président Reagan a adressée aujourd'hui à l'Union soviétique à l'occasion d'un discours prononcé devant l'Assemblée générale des Nations unies. Avant sa rencontre vendredi avec le chef de la diplomatie soviétique, Andrei Gromyko, qui est présent à New York, le président américain entend ainsi, en pleine campagne électorale, dégeler les relations américano-soviétiques. De New York, Édouard Laure. Une intervention très attendue de Ronald Reagan au pouvoir depuis 4 ans et à quelques semaines de sa probable réélection. Un discours dont plus de la moitié a été consacré aux relations américano-soviétiques et qui pour la première fois ne contenait aucune attaque contre Moscou. Nous avons fait des progrès modestes, nous avons fait des progrès pour améliorer notre ligne de communication, nous avons prorogé notre accord économique de 10 ans, nous avons renforcé notre coopération économique et exploré la coordination des efforts de secours en mer. Faire davantage, j'estime très fermement qu'il faut réduire les barrières entre les peuples des États-Unis et de l'Union soviétique et entre nos dirigeants politiques, militaires et autres. Et si l'on en croit Ronald Reagan, tout ne va pas si mal entre Washington et Moscou. Les négociations sur le désarmement, il y en a eu, il y en aura d'autres. Des contacts périodiques à haut niveau, on va les établir. Des visites de spécialistes militaires soviétiques aux États-Unis, on peut très bien l'envisager, du moins si eux aussi l'acceptent dans l'autre sens. Bref, on a vu ce matin un Ronald Reagan auquel on n'est pas vraiment habitué. Maintenant, le tout est de savoir si on assiste à un véritable revirement de la politique américaine vis-à-vis de l'Union soviétique et qui pourrait se concrétiser vendredi avec la visite de Gromyko à la Maison-Blanche. Ou bien s'il s'agit d'une tactique du candidat à l'élection présidentielle Ronald Reagan, à qui l'on a beaucoup reproché son intransigeance vis-à-vis de Moscou.
Les réactions au discours de M. Reagan sont sans surprise, négatives à l'Est, positives à l'Ouest. À l'occasion de la session d'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre français des Relations extérieures, Claude Cheysson, doit rencontrer ce soir son homologue soviétique. Parmi les problèmes qu'il ne manquera pas d'évoquer, le sort de notre ami Jacques Abouchar, tombé il y a une semaine dans une embuscade en Afghanistan et prisonnier depuis des forces soviéto-afghanes. Les circonstances exactes de l'embuscade, Gérard Sebag, Olivier Varin et Philippe Peter ont pu les reconstituer au terme d'une minutieuse enquête sur le terrain dans la région de Quetta, à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Quetta, à la frontière du Pakistan et de l'Afghanistan, est avec Peshawar l'une des bases principales de la résistance afghane. La plupart des mouvements y sont représentés, dont le Maaz-e-Milli qui convoyait Jacques Abouchar et son équipe au moment de l'embuscade. Omar Babrakzai, ancien magistrat, est l'homme que le Maaz-e-Milli a désigné pour mener sa propre enquête parallèlement à celle d'Antenne 2. Ainsi, ce jeune moudjahid était dans l'un des véhicules pris sous le feu des armes automatiques et des lance-roquettes. Son témoignage, entre beaucoup d'autres, a permis de déterminer que l'embuscade n'était pas le fait du hasard et que c'était bien les journalistes français qui étaient attendus. D'autres témoins, ceux qui le lendemain se trouvaient dans le bazar du village de Spinboldak, ont prouvé que Jacques Abouchar était prisonnier des soviétiques et des Afghans avant que ceux-ci ne l'annoncent officiellement. Là encore, tous les témoignages concordent. Ils ont emmené l'étranger du poste militaire de Bambol de Masjid dans le bazar de Boldak pour l'emmener à Bagatay. Ils étaient dans 3 chars. Le premier et le dernier des chars étaient occupés par des soviétiques. Et l'étranger était assis sur le char du milieu avec des soldats afghans. Qu'est-ce que lui ont posé comme question? Qu'il était venu faire la guerre ou autre chose? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Les soldats qui étaient assis sur le char lui ont dit qu'il était venu faire la guerre. Lui, il était assis, éprouvé et fatigué. Le soldat le menaçait de ses mitraillettes et lui disait qu'il était venu faire la guerre. Il disait non, non, je suis venu filmer et prendre des photos. Je ne suis pas venu faire la guerre. Depuis 5 ans que les soviétiques occupent l'Afghanistan, Jacques Abouchar est le 3e Français à y connaître la prison. Comment expliquer qu'un groupe comme le vôtre, fort d'une vingtaine de combattants, soit tombé dans une embuscade? Est-ce qu'il y a des espions parmi vous? Vous savez, monsieur, que nous sommes dans l'état de guerre. C'est le frontier du Chaman. C'est dans une journée, vous savez que maintenant il y a un bombardement dans la ville de Kandahar. Des centaines réfugiés viennent du côté Afghanistan. Ici, dans ces centaines réfugiés, peut-être qu'il y a quelqu'un du membre de KGB qui donne l'information encore pour eux. Effectivement, les soviétiques et les autorités de Kaboul, en dehors d'un effort militaire accru, ont beaucoup travaillé la pénétration de la population et l'infiltration des mouvements de résistance. Ceux-ci deviennent de plus en plus perméables. Il sera donc de plus en plus difficile d'informer sur la situation à l'intérieur de l'Afghanistan. Voilà déjà 8 jours que Jacques Abouchar est prisonnier. La résistance afghane a tenté une opération sans précédent dans cette guerre de 5 ans. Un DC-10 des lignes intérieures afghanes a été endommagé en vol vendredi dernier par un tir de la résistance. L'appareil qui transportait 308 passagers a pu atterrir à Kaboul malgré les dégâts. Aucune organisation de la résistance n'a encore revendiqué l'opération. Dans quelques heures, à 0 heure précise mardi, début de l'opération Vendoise, l'opération de retrait des troupes françaises du Tchad. Mais quelques-unes de ces modalités restent incertaines puisqu'à N'Djamena, le gouvernement tchadien hausse le ton, reprochant officieusement à la France de ne pas l'avoir consulté et refuse la présence sur son sol d'observateurs du Bénin qui devaient, avec des Sénégalais, surveiller le désengagement franco-libyen. Le retrait devrait cependant commencer comme prévu.
La situation dramatique du tiers-monde et surtout de l'Afrique, l'endettement des pays pauvres, la pression du dollar et des taux d'intérêt sur la reprise économique mondiale, tels sont les problèmes graves et complexes évoqués aujourd'hui à Washington, dès l'ouverture de l'Assemblée générale du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Christian Marimono nous explique le rôle de ces deux institutions dans un monde de plus en plus déchiré entre les riches et les pauvres. Dollars, pauvreté, dette. Le directeur français du Fonds monétaire international, Jacques Delarosière, devra faire preuve de beaucoup de conviction pour rassurer et calmer le jeu. Rappelons que le FMI a été créé à Bretton Woods en 1944 pour mieux organiser les échanges monétaires. Il se comporte comme une superbanque centrale qui prête aux pays connaissant des difficultés de paiement. Mais le nombre de pays endettés augmente, notamment en Amérique du Sud. Le FMI exige en contrepartie de prêts une politique de rigueur qui provoque souvent des troubles sociaux. Avec le FMI a été créée la Banque mondiale. Son rôle, financer des grands projets d'équipement. Cette année, elle s'intéresse à l'Afrique située au sud du Sahara, plus particulièrement la bande du Sahel, en rouge sur cette carte. Mais les Africains comptent avant tout sur eux. Les Africains, malheureusement aussi parfois, ont tendance à trop attendre de la Banque mondiale, alors que la Banque mondiale n'a jamais développé un pays, c'est pas son objet, je crois. Et il y a plutôt aussi une certaine responsabilité de ce côté-là. Il ne faut pas trop attendre de la Banque mondiale. Ça suppose justement une modification des comportements économiques. Ça, c'est un problème interne. Et que peut-être la Banque mondiale peut aider là-dessus, à favoriser la modification des comportements économiques. Et comme ça, on peut agir sur la productivité, des modifications culturelles qui sont nécessaires. Africains, Brésiliens, Asiatiques ne sont pas conviés à cette réunion. Leur sort est entre les mains des 3000 représentants qui décideront à Washington de leur avenir économique. Pendant ces 5 jours, aucune résolution définitive ne sera adoptée. Les égoïsmes nationaux l'emporteront sur la générosité nécessaire au véritable dialogue économique Nord-Sud. La France a proposé aujourd'hui de souscrire un emprunt de 900 millions de francs en faveur de la Banque mondiale, un emprunt français pour témoigner de notre solidarité avec le sort du tiers-monde. En filigrane, toujours la pression du dollar qui a fléchi aujourd'hui sur les marchés monétaires. À Paris, la devise américaine a coté 9 francs 26, 45 centimes de moins que vendredi dernier. La Banque fédérale allemande est à nouveau intervenue aujourd'hui pour soutenir le mark. Plus de pneus Michelin en Formule 1, le manufacturier français estime qu'il n'a plus rien à prouver en la matière et qu'il vaut mieux concentrer ses efforts sur d'autres formes de compétition. On connaissait sa détente, sa foulée, sa foi, son sens du spectacle et aussi des gros contrats publicitaires. On connaît maintenant sa voix. Going for the Gold, en avant pour l'or, vous l'avez deviné, c'est le titre de la chanson que sort Carl Lewis et que Roger Isabelle nous fait découvrir. Une nouvelle voix. C'est un grand poète, un grand chrétien et un grand résistant qui s'est éteint samedi dernier à Paris. Pierre-Emmanuel avait 68 ans, il était depuis 5 ans délégué national à la culture et membre du conseil politique du RPR. Il venait de publier un dernier livre intitulé Grand œuvre, une somme de son œuvre poétique. Élu à l'Académie française, il en avait démissionné après l'élection de Félicien Marceau, à qui il reprochait son attitude pendant l'occupation. Dans un télégramme aujourd'hui à Madame Emmanuel, le président Mitterrand salue l'écrivain, le poète et le patriote qui restera dans la mémoire de l'honneur national. Fin de citation. Et maintenant, Laurent Boussier va nous parler du temps de demain. Oui, et malheureusement, les conditions météorologiques n'évoluent que très lentement, ce qui ne me permet de vous annoncer pour demain qu'une très
très légère, une très petite amélioration. Regardons la carte, la photo satellite, pardon, prise il y a quelques heures. Notre pays se trouve toujours soumis à une vaste zone dépressionnaire qui s'étend de l'Islande à la Norvège et dans laquelle circulent des masses d'air humides et instables. C'est un vrai ciel de traîne, on peut voir les nuages et les éclaircies qui demain vont passer au-dessus de nos têtes. C'est la raison pour laquelle la carte du temps prévu est encore une fois malheureusement recouverte de nuages. Voici la situation pour le milieu de la journée où le temps sera quand même assez beau, ensoleillé avec quelques orages résiduels sur la Corse. Un temps assez beau donc grâce au Mistral et à la Tramontane sur le bassin méditerranéen. Partout ailleurs, c'est un temps très variable avec des nuages, quelques éclaircies un peu plus belles qu'aujourd'hui quand même, et puis des averses, des orages et même de la neige sur le nord des Alpes et sur un petit peu les Pyrénées au-dessus de 1300 à 1500 mètres. A noter que le vent va faiblir, heureusement, il a été mesuré à 80 km/h aujourd'hui sur les côtes de Bretagne. Et puis, encore une fois, une nouvelle perturbation qui va arriver demain, mais demain soir seulement, sur les côtes atlantiques. Les pressions sont stationnaires mais elles sont basses, les températures sont en légère hausse. Enfin, elles restent quand même inférieures aux normales saisonnières, de 14 à 17 degrés sur la moitié nord et de 15 à 23 degrés à Perpignan et à Ajaccio sur la moitié sud. Notre agenda, pour terminer, demain, c'est le mardi 25 septembre. Le soleil se lève à Paris à 7h41, se couche à 19h42 et c'est la Sainte Hermann. À minuit 5, Bernard Pradino vous présentera notre dernière édition. Demain, 12h45, antenne de midi. À demain, 20h. Très bonne soirée.